Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a exhorté les distributeurs alimentaires à faire davantage pour aider les consommateurs à faire face à la hausse des prix. Le gouvernement compte sur eux pour accepter de vendre à prix cassé un panier anti-inflation de produits de première nécessité. Le gouvernement souhaite que les grandes chaînes de distribution, telles que Carrefour, Casino ou encore Auchan et Leclerc, vendent environ 50 articles de la vie courante au prix d'achat à partir du mois prochain. Mais on n'apportera de solutions que si chacun s'y met, non seulement l'État, mais aussi les distributeurs. Là aussi, chacun doit prendre ses responsabilités. Mais aussi les distributeurs qui doivent prendre leurs responsabilités, doivent faire plus et doivent faire mieux. Je rappelle la logique de la lutte contre l'inflation. Tout le monde doit y participer. Cependant, seules des chaînes plus petites comme Lidl et Système U ont accepté l'initiative du gouvernement qui n'est pas obligatoire. Les magasins U ont lancé leur propre plan d'action, couvrant 150 produits sous marque de distributeurs au début du mois. Certains détaillants comme Carrefour affirment avoir déjà pris des mesures en bloquant les prix sur un certain nombre de produits. D'autres, dont Auchan, ont depuis réagi en lançant leur propre initiative, affirmant qu'il était nécessaire d'axer davantage le panier sur les produits frais tels que la viande, le poisson, les fruits et les légumes. La semaine dernière, l'INSEE avait prévu que l'inflation des prix des denrées alimentaires se maintiendrait à 13% au cours du premier semestre de l'année. Mais sur le plateau de BFM TV, le directeur exécutif d'achat et marketing de Lidl France, Michel Biérot, a affirmé que dès le 1er mars, le prix des produits alimentaires augmenterait en moyenne entre 15 et 25%. Le prix des aliments devrait prendre plus d'importance dans l'inflation globale au cours des prochains mois. Il est cependant attendu que celle-ci diminue, passant de 6% en janvier à 5% en juin. L'année dernière, le ministère des Finances a mené une enquête sur les marges des détaillants alimentaires, mais n'a pas trouvé de preuves de prix abusifs. Construire un modèle durable, mieux saisir les besoins des personnes en état de précarité et proposer des évolutions utiles, essentielles dans le domaine de l'action sociale. C'est ce que se propose de faire Thierry Apothélos, conseiller d'État genevois chargé de la cohésion sociale. 2 ans après le lancement d'un plan d'action contre la précarité intitulé « Cohésion sociale 2030 », le département de la cohésion sociale a dressé le bilan annuel de ses actions à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue dans les bâtiments de Caritas à Genève. À l'occasion de ce deuxième bilan sur la thématique de la cohésion sociale qui s'est déroulé à Caritas le vendredi 10 février 2023, le conseiller d'État Thierry Apothélos a dressé des constats plutôt réjouissants en matière de consultation, d'information sociale ou encore en ce qui concerne l'insertion des jeunes. Cependant, en raison de l'effet Covid, le canton a été contraint d'augmenter l'aide aux personnes indépendantes en 2022. 418 nouveaux dossiers en 2020 à l'Hospice Général, 339 en 2021 et 354 en 2022. Nouveaux dossiers en moyenne par mois à l'Hospice Général. Pour le département de la cohésion sociale, des efforts devront encore être fournis dans les domaines de la médiation administrative et de la précarité alimentaire, une question qui sera au cœur de l'action départementale dans les mois à venir. La préoccupation est celle de la précarité alimentaire. Nous avons toutes et tous en tête les files d'attente pour un cabas alimentaire à la patinoire des Vernets, ce qui a provoqué une très grande mobilisation des pouvoirs publics pour soutenir notamment Partage. Et on peut évidemment s'en réjouir. Mais la situation du nombre de personnes qui utilisent la banque alimentaire dans notre canton ne diminue pas, au contraire. Après la période aiguë, on se rend compte que la situation de Partage est tendue. Thierry Apothélos souhaite la création d'une commission externe chargée de rédiger rapports et projets de loi destinés à développer une politique cantonale de l'alimentation. Sur la question du logement, le projet Demos permettra d'intervenir plus rapidement pour garantir des conditions de logement dignes et de limiter le nombre de ruptures de bail. Le conseiller d'État a rappelé que Genève était le canton qui détenait le plus petit revenu disponible par habitant en Suisse, que près d'1 personne sur 5 y était considérée à risque de pauvreté, que 18% de la population y vivait à plus d'1 personne par pièce et que 15% des Genevois renonçaient à des soins pour des raisons économiques. De façon globale, les objectifs fixés par le plan d'action contre la précarité ont été partiellement ou complètement atteints.
Le conseiller d'État a notamment relevé une amélioration du dispositif d'aide sociale Genevois, davantage de soutien aux personnes en situation de détresse sociale, un meilleur accompagnement des seniors et des aînés, ainsi qu'un renforcement de la cohésion sociale en milieu urbain. Et la Commission européenne a déclaré lundi que la croissance économique de la zone euro cette année devrait être plus forte que prévu. La zone euro évitera de justesse la récession que la Commission prévoyait il y a 3 mois. Mais l'exécutif a prévenu que les prix élevés dont souffrent les consommateurs continueront de freiner l'économie pendant les mois à venir. L'inflation dans la zone euro, qui a atteint un niveau record de plus de 10% en octobre dernier, devrait passer sous la barre des 6% cette année. Les prix du gaz ont baissé depuis le pic de l'été, mais certains sont encore 3 fois plus élevés qu'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et en Angleterre, des manifestants se sont affrontés devant la Tate Britain de Londres au cours du week-end, alors que la galerie organisait une Drag Queen Story Hour pour les enfants. La police métropolitaine a arrêté un manifestant qui a ensuite été inculpé. Jane Werrell de NTD était sur place. Les manifestants ici sont dus au fait que la Tate Britain a organisé une heure de conte pour enfants avec une drag queen. Sur le site de la Tate, on décrit la drag queen Ida HD comme une TDAH neurodivergente et héroïne homosexuelle de la littérature, du théâtre et du divertissement pour enfants. D'un côté, il y a des militants pro-trans qui n'ont pas voulu être interviewés par nous. De l'autre côté, nous avons parlé à des personnes qui s'inquiètent du fait que les enfants soient exposés à l'idéologie du genre et à la sexualisation. Un groupe de manifestants avait des banderoles sur lesquelles on pouvait lire les droits des trans maintenant et ne laissez pas la gauche nous diviser. Un autre groupe de manifestants avait des banderoles sur lesquelles on pouvait lire laissez nos enfants tranquilles. La police métropolitaine a déclaré qu'un homme avait été arrêté lors de la manifestation et qu'il avait ensuite été inculpé d'agression sur un agent des services d'urgence, d'obstruction à un agent de police et de délit homophobe aggravé. Pendant ce temps, le drag queen Ida HD a tweeté que malgré les perturbations, le deuxième spectacle s'est déroulé à merveille. Esther et Marianne se sont rendues à Londres avec leur sœur pour protester contre l'événement. Nous pensons simplement qu'il devrait y avoir une enquête avant de laisser une telle personne s'approcher des enfants. Nous ne disons pas que tous les drag queens sont des pédophiles ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste que c'est une préoccupation très importante pour nous. Nous sommes 5 sœurs et nous sommes toutes très passionnées. Nous savons ce que c'est que d'être une femme et nous sommes ici pour défendre et protéger nos enfants à la fin. Et nous nous soucions de tout le monde. Et tout le monde nous traite comme des nazis. Évidemment, nous ne le sommes pas. Nous aimons tout le monde ici. Nous voulons le meilleur pour eux. Mais nous voulons qu'ils réalisent que c'est mal, que c'est diabolique. Et nous n'allons pas nous taire, nous n'allons pas nous laisser faire. Vous êtes du même côté que les nazis. Vous êtes du même côté que les nazis. Le groupe de l'autre côté de la ligne de police comprenait des personnes du mouvement Debout contre le racisme, du Parti socialiste des travailleurs et du Transgender Action Bloc. Ils ont refusé d'être interviewés et ont dit que nous étions fascistes. Ce n'est pas vraiment un endroit sûr pour vous en ce moment. Vous êtes du mauvais côté, alors dégagez. Un manifestant est resté avec nous pour avertir les autres de ne pas prendre d'interview. Y a-t-il d'autres personnes qui accepteraient d'être interviewées? Non, ils préfèrent mourir que de parler à une organisation fasciste. Nous ne sommes pas fascistes. Ils sont antifascistes. Avant l'heure du reportage sur les drag queens à la Tate, des personnes avaient exprimé des inquiétudes. Un groupe Art Not Propaganda a lancé une pétition demandant à la Tate de cesser de promouvoir l'idéologie du genre auprès des enfants. Et dans une lettre ouverte adressée au président de la Tate, la baronne Nicholson, membre du Parti conservateur, a déclaré que les défenseurs de l'idéologie queer ne sont pas des modèles appropriés pour les jeunes enfants, même s'ils lisent des contes pour enfants. Drag Queen Story Hour n'est pas une pantomime, c'est de la propagande. Dans une déclaration, la Tate Britain a indiqué « Nous ne programmons pas d'artistes dans le but de promouvoir des points de vue particuliers, ni de concilier des points de vue différents. Nos galeries proposent un vaste programme et les visiteurs ont la liberté de choisir les aspects auxquels ils s'intéressent. » Jane Werrell, NTD Actualité, Londres. Et toujours en Angleterre, des militants ouïghours ont protesté contre une rencontre prévue entre le gouvernement britannique et le gouverneur du Xinjiang, déjà sanctionné par les États-Unis pour son implication dans la persécution des Ouïghours. Les militants et certains politiciens de haut rang demandent au gouvernement d'adopter une position plus ferme à son égard. Malcolm Hudson de NTD était sur place.
Je suis ici devant le ministère des Affaires étrangères, où des militants ouïghours protestent contre les rencontres prévues entre des représentants du gouvernement britannique et le gouverneur du Xinjiang, Erkin Tunyaz. Les Ouïghours sont sévèrement persécutés au Xinjiang. Ils se sentent donc déçus et insultés que la Grande-Bretagne veuille rencontrer Tunyaz. Les Ouïghours ont été rencontrés par des politiciens, dont l'ancien chef du parti conservateur Sir Ian Duncan Smith. Ce que le gouvernement britannique aurait dû faire, ce ne sont pas du thé et une discussion musclée. Cela aurait dû être « vous êtes sanctionné, partez, ne revenez plus ici ». Cela envoie un message beaucoup plus puissant au gouvernement chinois que de prendre le thé et de discuter, ce qui est un coup de propagande pour eux parce qu'il semble qu'il ait été accepté. J'entends maintenant que certains pays d'Europe, où il veut aller ensuite, ne vont pas le laisser entrer. La question est donc de savoir si le Royaume-Uni sera le dernier à revenir à la raison. Les États-Unis ont sanctionné Tunyaz à la fin de l'année 2021 pour son rôle dans le génocide ouïghour. Mais le gouvernement britannique ne l'a pas encore fait. Et ils ont mis du temps à adopter une position ferme contre le régime chinois. Selon Sir Ian, cela est dû à la peur de perdre des affaires, tout en soulignant que si les prix de la main-d'œuvre en Chine sont si bas, c'est à cause de l'esclavage. Qu'est-ce qui pousserait Rishi Sunak et James Cleverly à agir pour imposer des sanctions au Parti communiste chinois ? J'espère qu'ils vont le faire tout de suite et j'espère que toutes ces protestations, tous ces pauvres gens dont les familles ont été dévastées par le régime abusif du président Xi, peut-être que leur voix parlera à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui pour les convaincre que ça suffit. Nous devons défendre ces personnes qui n'ont pas d'autre voix que celle du monde libre. C'est pour cela que nous sommes entrés au gouvernement et je leur rappelle que c'est pour cela que nous existons en politique. Fahima Mahmoud, directrice exécutive de Stop Ouïghour Genocide, a déclaré que le gouvernement n'avait pas encore rencontré les Ouïghours. Elle estime que la rencontre avec Tunyaz est une insulte et une trahison. Nous pensons que le gouvernement britannique aurait dû sanctionner le gouverneur et aussi le secrétaire du parti, Chen Quanguo, qui a été l'architecte de ce génocide, de la détention de masse, de la transformation de toute la région en une prison à ciel ouvert. Et c'est pourquoi nous sommes complètement indignés. Et les membres de la commission se sont sentis trahis et insultés. La persécution des Ouïghours n'est pas nouvelle, elle dure depuis des décennies. Mais elle s'est sévèrement intensifiée en 2016. Din Laskerim, étudiante et militante, a raconté comment son père a été emprisonné il y a 30 ans pour avoir manifesté, lors d'une manifestation dont il n'avait même pas connaissance. Il a été torturé chaque jour. Il a été amené à cet état où, au bout de 6 mois, il ne pouvait même pas se tenir debout tout seul. Des personnes innocentes connaissent encore des problèmes similaires. Elles sont toujours torturées. Elles sont encore torturées, tuées, juste à cause de ce qu'elles sont. Et le gouvernement est au courant, mais il refuse d'agir en faveur de cette cause. La présidente de la communauté ouïghour du Royaume-Uni, Mayra Aisaeva, a déclaré qu'elle appréciait vraiment le soutien qu'elle a reçu. Je sais que nous avons beaucoup de supporters dans ce pays, ce qui est formidable. Vous savez, un grand soutien des députés, un membre du Parlement qui a été sanctionné à cause de nous. Ils ont sacrifié beaucoup de choses à cause de nous. C'est très précieux. Mais le gouvernement britannique lui-même n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent. Juste au moment où la manifestation se terminait, Aisaeva nous a révélé que le ministère des Affaires étrangères avait accepté une lettre des Ouïghours. Il s'agissait d'une demande de rencontre avec le ministère. On lui aurait dit que la lettre serait remise au secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Malcolm Hudson, NT d'actualité, Londres. Et en ce qui concerne le ballon espion chinois qui a pénétré dans l'espace aérien américain, la Chine affirme qu'il était destiné à un usage civil, mais elle ne dit pas quelle société l'a fabriqué. Nous avons désormais quelques indices. Les questions concernant le ballon espion chinois évoluent. Les officiels demandent maintenant qui exactement l'a fabriqué. Les rapports sur le sujet en provenance de Chine laissent dubitatifs. Pékin insiste sur le fait que le ballon abattu était un dirigeable civil destiné à la recherche météorologique.
Mais le régime chinois n'a jamais précisé à quelle entreprise il appartenait. Un article trouvé sur le portail internet chinois NetEase énumère un certain nombre d'entreprises, toutes capables de construire des dirigeables sans pilote. Il inclut notamment le concepteur d'avions autonomes Yihang, le plus grand producteur chinois de ballons météorologiques, Jiuzhou, l'institut de recherche et de conception du caoutchouc, le fabricant de drones Dajiang et le fabricant technologiste sans fil Paro. Yihang et Paro se présentent comme des entreprises d'intégration civilo-militaire. Cela signifie qu'ils travaillent en étroite collaboration avec l'armée chinoise. De plus, Dajiang est considérée comme une entreprise militaire et a longtemps été sanctionnée par les États-Unis. Un autre article a révélé des liens présumés entre l'Institut de recherche et de conception de caoutchouc Jiuzhou et l'armée chinoise. L'Institut aurait obtenu des licences pour la recherche et la production d'armes. Il a également reçu des ordres du département général de l'armement, l'agence chargée d'armer l'armée nationale chinoise. L'article intitulé « Une brève histoire des ballons vagabonds » a été rapidement retiré d'Internet. Mais selon des informations publiques, l'Institut de Jiuzhou est également un fournisseur désigné du département d'état-major interarmé de l'armée chinoise. Et c'était aujourd'hui la journée des amoureux, la Saint-Valentin. Et en cette période de l'année, la Colombie a plus que jamais besoin d'horticulteurs. La main-d'œuvre vieillissante peine à compenser le manque de jeunes talents dans ce secteur. Selon l'Observatoire de la complexité économique, la Colombie est le deuxième plus grand exportateur de fleurs au monde, avec une industrie de 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Mais le pays a du mal à se maintenir et à faire entrer de nouvelles générations dans le monde de la floriculture. Notre main-d'œuvre vieillit. Je suis triste que chaque semaine, nos meilleurs travailleurs, les plus engagés, avec le plus d'expérience, partent à la retraite. Il n'est pas facile de faire venir des jeunes dans l'entreprise. Nous ne trouvons pas de jeunes qui veulent travailler, qui s'engagent. Le commerce des fleurs dépend de la Saint-Valentin pour une grande partie de ses bénéfices. Par conséquent, une main-d'œuvre tendue devant un énorme générateur de revenus est un problème sérieux. C'est pour cela que beaucoup de commerces ferment, parce que la Saint-Valentin génère de l'argent pour le budget de l'année. S'il n'y a pas de main-d'œuvre pour travailler, ils ont recours aux travailleurs plus âgés et parfois aux retraités en leur donnant la possibilité de travailler pendant la saison. Pour les travailleurs saisonniers du secteur des fleurs comme Blanca, le salaire mensuel se situe autour du salaire minimum, soit l'équivalent de 225 €. Par le passé, les floriculteurs colombiens ont été accusés de payer de bas salaires, d'avoir de mauvaises conditions de travail et d'exiger beaucoup d'heures. Il devient difficile de trouver des travailleurs, surtout pendant les saisons de la Saint-Valentin et de la fête des mères. Nous avons besoin de 20 000 personnes supplémentaires en plus des 200 000 qui travaillent d'ordinaire dans la production de fleurs. C'est là que nous avons rencontré les plus grandes difficultés. Selon Asoco Flores, les producteurs colombiens ont exporté 320 000 fleurs en 2022, soit une augmentation de 20% par rapport à 2021. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20 h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une très bonne soirée sur NTD.